Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bonjour YouTube, si vous voulez les troller, c'est notre petite habitude du jour, toujours sur Twitch. Là on est samedi, on est tranquille. Aujourd'hui je vous propose les news du jour. Et dans les news, on va faire une petite analyse quand même des blockchains. Et on va voir quelle blockchain pourrait être l'avenir, là, cette année. Parce que j'ai trouvé une étude qui fait l'analyse des blockchains et des développeurs qui viennent sur les blockchains. Et donc, je vais vous proposer une analyse et on va regarder des tableaux, des graphiques et des chiffres. Donc, mettez vos lunettes, préparez-vous, posez-vous. On passe sur mon PC et je vous montre tout ça. Avant, juste, on va parler des prix. Et après l'analyse, on va parler d'autres news qui viennent d'arriver là les derniers jours. Salut à tous et c'est parti. Donc là, pour reparler vite fait des prix, il ne se passe pas grand-chose, hein. Au niveau du BTC, on teste la zone. Donc moi, j'avais mis mon petit nuage de pluie en haut à gauche parce qu'on est orienté vers le sud. C'est toujours le cas. Comme j'avais dit, moi, j'ai commencé à prendre par anticipation. J'avais tracé le gros support qui, je pense, et ça n'engage que moi, s'il perce, je vais me remettre en question. Mais pour l'instant, on voit que en fait, ça a touché, hein. Et la petite mèche, elle a touché là. Et on travaille la zone. Donc on peut, selon moi, on ne peut pas dire encore qu'on a marqué un bottom. Donc je ne peux pas afficher un soleil tant que je pense que le bottom il n'a pas été marqué. Peut-être que c'est le cas, mais il faudrait quelques confirmations. En parallèle, on voit la BTCD, elle repart aussi au sud, en dessous du support qui a été marqué. Donc peut-être que le support que j'ai mis là, peut-être qu'il est plus actif et peut-être qu'il se trouve ici. Là, je vous le montre, peut-être qu'il se trouve ici. Et peut-être qu'on fait un double bottom. Donc c'est pour ça, tant que je suis pas sûr, je vends pas mes BTC pour l'instant au profit de coins qui pourraient m'intéresser. Donc j'attends encore une petite confirmation là. Même si on est en dessous, on voit que ça peut break là à tout moment et aller vers les 35, voire même et plus, c'est tout à fait possible. Mais pour l'instant, j'en sais rien, donc j'attends. On est toujours, en gros, c'est comme la dernière fois. On est toujours sur des zones où on attend d'avoir des confirmations et sur tous les domaines. Donc pour l'instant, je peux rien vous dire. Il faut juste patienter et voir ce qui va se passer. Donc là, j'ai envie de vous proposer une analyse sur les blockchains pour pouvoir savoir quelles sont les blockchains qui vont pouvoir monter. Parce que en fait, là, on va voir l'exode. On va voir une exode, c'est-à-dire un mouvement de où vont les développeurs. Et là, ça va être très intéressant. C'est un rapport complet, il fait 130 pages. Vous aurez le lien dans la description. D'ailleurs, je crois même qu'on peut le télécharger. Et c'est un rapport qui a été fait par Electric Capital, le 5 janvier. Et donc là, j'ai regardé, alors on va pas se faire les 130 pages, hein. Je me suis mis direct à la page 120 et j'irai vers la gauche. Parce que là, on va lire un peu comme si on lisait du texte en arabe, on va de droite à gauche, ok? Donc là, ce qui est intéressant, parce que moi j'ai trouvé que j'ai regardé à peu près toutes les slides et pour moi, enfin j'estime celles qui sont importantes et celles que j'ai envie de vous parler, elles sont à la fin. Et notamment celle-là, donc là c'est intéressant parce que on prend un peu de recul et on voit ce qui se passe par rapport aux entreprises traditionnelles. Et donc là, il y a une comparaison qui, je trouve qu'elle est bien. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est juste le fait de parler de Web3. Parce que l'année dernière, quand on parlait de Web3, en fait, je pense qu'il n'y avait que nous qui parlaient de Web3. Personne ne parlait de Web3. Et maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un standard. Tout le monde dit le Web3. Même si c'est Ethereum, c'est le Web3. Parce qu'en fait, quand ils disent le Web3, la Web3, maintenant, en fait, tout le monde a acté que le Web3, ça allait être un web qui est décentralisé avec la blockchain où vous pouvez connecter votre wallet et interagir directement sur des applications décentralisées. Donc maintenant, le Web3, c'est conventionnel. Tout le monde parle de Web3. Et ce qui est intéressant là, c'est le nombre de développeurs total dans l'écosystème total de toutes les blockchains. Et on voit qu'il y en a 18 416. Alors ça, je pense que le chiffre, il date de fin 2021. Et du coup, on voit que Amazon, déjà, juste Amazon, hein, ils ont déjà 36 000 développeurs. Donc on est encore loin de l'écosystème crypto, on est encore loin de l'adoption généralisée, de dépasser les gros acteurs, etc. Et là, je ne parle pas en market cap, je parle juste en nombre des développeurs. Et c'est juste ça que j'ai envie de regarder aujourd'hui et de vous parler de ça. Et du coup, si on revient en arrière, il y a d'autres slides qui sont intéressantes. On voit aussi l'évolution du nombre des développeurs qui vont dans la blockchain 2016, 2017. Et vous voyez que ça augmente fortement et de plus en plus. Puisque là, en 2020, on est passé de 10 000
Et là, on arrive presque à 20 000. Donc, on a multiplié par 2 le nombre de développeurs. Par contre, entre 2019 et 2020, là, ça n'avait quasiment plus bougé. Enfin, même depuis 2018, 2019, 2020, ça n'avait pas beaucoup bougé. Et en fait, en 2021, tout a explosé. Et ça, je pense que... Et là, il y a Lysander qui dit « Hello, j'ai raté 30 minutes. » Non, je viens juste de commencer il y a 2 minutes, donc c'est bon. Et en fait, on a Pakun qui dit « Ça suit les halvings. » Oui, c'est possible, mais moi, je pense surtout... Et ça, c'est mon analyse perso, on peut être d'accord ou pas d'accord. Je pense surtout en 2021, il y a eu un gros effet, déjà, au niveau des prix. Quand vous voyez que les gens gagnent beaucoup d'argent, tout de suite, ça intéresse du monde de rentrer dans le domaine du Web 3.0, donc des cryptos. En fait, c'est tout simplement les cryptos, des blockchains. Et il y a eu aussi tout le NFT. Tous les NFT, ça a fait une pub incroyable au niveau des cryptos. Toutes les stars qui veulent acheter le NFT, Snoop Dogg qui vend ses musiques, tout ça, je pense que ça a fait un gros effet au niveau de la blockchain. Et aussi, tout ce qui est, et là c'est plus vers fin de l'année, tout ce qui a été Facebook Metaverse. Là, tout de suite, on a eu des flux de capitaux qui sont arrivés, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de développeurs, du coup, qui sont naturellement arrivés là-dedans. Donc déjà, il y a de plus en plus de développeurs, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est où ils sont les développeurs. Sur quelle blockchain sont les développeurs. Alors là, c'est un graphique qui montre le nombre de développeurs complet, total. Ok ? Donc là, vous pouvez même comparer les blockchains en fonction du nombre de développeurs. Donc là, moi, j'invente rien, c'est des chiffres, c'est des faits, c'est factuel. Alors, il faut en ordonnée, c'est-à-dire dans la hauteur, c'est le nombre de développeurs actifs, les développeurs actifs. Et en bas, dans les abscisses, là, je crois que ça s'appelle comme ça en mathématiques, là, à l'horizontale, là, c'est depuis le jour où la blockchain a été lancée. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut regarder... ce qu'il faudrait regarder, c'est il faudrait pas regarder à l'horizontale. On s'en fiche, il faut juste regarder en hauteur qui est le plus haut. Et en fait, ça, c'est dans le temps. Mais en fait, si vous voulez, je pense que dans le cadre de l'analyse, ça a très peu de valeur. Donc moi, je vous dirais juste de regarder qui est vers le haut et de regarder vers le haut. Donc le premier, il n'y a aucune surprise. Tous les développeurs, principalement, beaucoup de développeurs sont sur Ethereum. Et derrière, la deuxième blockchain qui a le plus de développeurs, c'est Polkadot. Ils en ont 1500, Ethereum en a 4000. Donc Ethereum, ils en ont à peu près 3 fois plus que Polkadot. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas non plus énorme. Et derrière, et là c'est très important, on a Solana et Cosmos qui sont au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui développe sur Solana et sur Cosmos et sur Polkadot. Donc ça veut dire quoi ? Et ça, c'est juste une analyse qui peut être étudiée un peu comme ça. Ça veut dire que, en fait, si vous prenez les 4 premières blockchains, c'est-à-dire Ethereum, Polkadot, Solana et Cosmos, si c'est eux qui ont le plus de développeurs, ça veut dire que potentiellement, c'est dans ces 4 blockchains-là où il va y avoir le plus d'applications qui vont être proposées. Mais c'est pas parce qu'il y a plus d'applications qui vont être proposées qu'elles vont être le plus utilisées aussi. Donc ça veut pas tout dire non plus. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de propositions de valeur qui vont être proposées sur ces 4 blockchains-là. Et ces 4 blockchains-là, du coup, elles sont à suivre avec importance parce que du coup, elles vont proposer des choses puisqu'il y a beaucoup de développeurs. Ça paraît logique. Et c'est intéressant de voir aussi l'évolution dans le temps depuis que la blockchain a été lancée. Mais je le rappelle, ça ne peut pas être mis en corrélation les unes avec les autres. Parce qu'en fait, Cosmos, ils sont là depuis un petit peu plus longtemps. Et Solana est là depuis moins longtemps. C'est pour ça que c'est plus vers la gauche. Et du coup, on voit que lui, Solana, il a une augmentation rapide des développeurs, contrairement aux autres. Et du coup, là, dans l'analyse, eux, ce qu'ils montrent, c'est que là, ils disent Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana et Bitcoin a le plus large écosystème. Mais ils ont pris différents chemins pour y arriver. Et du coup, on va suivre l'analyse que eux ils disent. Ils disent next, let's focus on this range. Donc là, ils veulent qu'on zoome dans ceux qui sont en dessous, parce que là, s'il y en a un qui se développe beaucoup et qui sort du cadre, peut-être que lui, ça pourrait être un grand gagnant. Et du coup, là, on peut regarder comment ils voient ça. Et en fait, ils disent BSC, Avalanche, NIR, Cardano, Polygon et Tezos
ont plus de 250 développeurs. Après, moi je trouve 250 développeurs, je trouve que c'est pas beaucoup, hein, en vrai. En vrai de vrai, c'est pas beaucoup. Hein. 250 développeurs, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire. Parce que si, par exemple, vous avez des projets où il y a déjà 20 développeurs, bah, ça veut dire que chacun des projets qui sont listés là, eh ben, ça veut dire qu'en gros, il y aurait une vingtaine de projets à peu près sérieux. Et voilà, c'est tout. Donc, moi, je trouve que lui, il se focus là dans l'analyse, là pour voir qui monte de manière exponentielle et qui pourrait sortir du cadre pour exploser et pour être un bon pari pour 2021. Mais du coup, c'est toujours encore très peu. Donc après, si vous faites la comparaison du prix ou du market cap par rapport au nombre de développeurs, vous faites un ratio, tout de suite, il y en a, je trouve, qui sont un peu surévalués. Mais bon, là, on voit que par exemple, la BSC, ils ont eu beaucoup d'augmentation de développeurs, et puis d'un coup, blam, clac, clac, le truc, il y en a de moins en moins. Ça veut dire qu'ils perdent des développeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, les développeurs, ils n'ont pas arrêté pour sortir, mais ils ont arrêté pour aller sur d'autres blockchains. Donc on voit les perdants, en fait, forcément, les développeurs, ils vont aller autre part. Et du coup, c'est un bon marqueur, je pense, d'analyse de voir où vont les développeurs, parce que les développeurs, eux, ils sont dans l'aspect technique et ils savent où ils peuvent développer le mieux leur solution. Où est-ce qu'il y a plus de potentiel, où est-ce que le projet va pouvoir le mieux fonctionner. Donc BSC, ils sont orientés vers le sud. Donc potentiellement, BSC, c'est pas génial. Là, enfin, du point de vue de cette analyse-là, moi, j'apporte aucun jugement de valeur. Mon top 10, je l'ai fait hier. Donc sur YouTube, il sera posté demain, le top 10. Mais là, moi, je vous dis juste, selon l'analyse, comment ça pourrait être traité. Sur Avalanche, on voit qu'il y a une progression qui est constante, mais il y a eu aussi une baisse il y a peu de temps. Et on voit qu'il y a eu une baisse un peu partout. Hein. Donc ça veut dire que c'est aussi lié à des événements, potentiellement. Par contre, on voit qu'il y en a un qui est un grand gagnant, c'est l'écosystème NIR. Mais NIR, c'est tout à fait normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous le saurez aussi dans la news que je vais annoncer juste après. Mais NIR, eux, ils ont une augmentation très forte du nombre de développeurs avec des très légers retracements, contrairement aux autres blockchains là que je viens de citer, Avalanche et Binance, qui ont des amplitudes plus fortes. The Real PMV, tu penses que c'est du blabla, Charles? C'est claqué et surévalué. Alors ensuite, on a Polygon qui lui stagne. Donc Polygon, potentiellement, on aurait déjà fait le plus haut. Ensuite, on a Cardano qui a beaucoup augmenté. Mais là, on voit qu'il stagne un peu, mais potentiellement, il est aussi orienté vers le nord. Donc, ça veut dire que, et là, c'est pas un jugement de valeur, je vous dirai en tout cas, pas dans cette vidéo ce que je pense de Cardano. Je pourrais le faire dans une vidéo avec des éléments et tout. Mais là, on voit que c'est quand même une blockchain qui attire des développeurs. Puisqu'ils sont déjà vers les plus hauts, et ils sont quand même ils sont en progression constante. Mais par contre, on voit qu'ils sont à l'extrême droite de l'analyse. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est le nombre de jours depuis le first commit. Et le first commit, en fait, si vous voulez, c'est le moment où ils ont lancé. Et donc, en fait, ça veut dire que là, ils sont tout en haut, mais c'est aussi eux qui ont lancé il y a le plus longtemps avec Tezos. Et donc, ça veut dire que, ok, ils sont hauts, mais ça fait tellement longtemps qu'ils sont là que est-ce que c'est justifié? Est-ce que s'ils sont là depuis autant de temps, est-ce qu'ils devraient avoir si peu de développeurs? C'est la question que je me pose parce qu'il y a des écosystèmes qui sont vers la gauche. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter le tableau là au milieu et de voir qui est au-dessus là. En fait, ce qui est intéressant, c'est le cadre supérieur gauche. C'est le nombre de développeurs qui sont importants là. Donc les 3 BSC, Avalanche, NIR. C'est ça qui semblerait être le plus important parce qu'ils sont là depuis moins longtemps et ils ont plus de développeurs. Et après, il faut voir comment c'est orienté. Et là, on voit que BSC et AVAX, c'est un petit peu orienté à la baisse. On peut se le dire. Hein. J'invente rien, c'est le graphique. Hein. Je m'en fiche là, c'est juste des chiffres. Et je donne pas d'avis, c'est juste je décrypte le graphique. Et du coup, NIR, ça pourrait être le gagnant. Puisqu'ils sont là depuis pas longtemps et ils sont en progression très forte uniquement dans la zone là, dans le range où il y a très peu de développeurs.
Mais sinon, on a dit, il faut regarder, là on pourrait faire la même analyse, mais sur les 4 plus grosses. Et en fait, on pourrait faire la même analyse en disant, on va prendre le milieu, donc ceux qui sont là depuis moins de temps. Et donc, sur 4, il n'y en a que 2, c'est Polkadot et Solana. Ils sont là depuis moins de temps, depuis le first commit, que Ethereum et Cosmos. Sauf que Ethereum, ils ont beaucoup de développeurs, donc c'est normal. Et l'augmentation, elle est aussi constante. Et en fait, ce que j'aime bien avec ces 4 blockchains-là, c'est que l'augmentation, elle est constante. Après, on a Solana qui part à la verticale. Donc peut-être qu'ils vont proposer une proposition de valeur très importante là dans les 6-12 prochains mois. Donc faut voir, mais en tous les cas, moi je dirais que là, dans l'espace de gauche, Polkadot et Solana, selon le graphique, je ne sais pas mon avis, mais selon le graphique, ça serait ces 2 blockchains-là qui sont déjà bien avancés, qui pourraient proposer beaucoup de valeur à venir. Après, on a Cosmos. Cosmos, attention, j'adore, j'aime bien et tout. Mais là, dans le cadre de l'analyse, et juste de cette analyse-là, ça veut dire qu'ils sont là depuis plus longtemps, mais ils viennent de se réveiller il n'y a pas longtemps. Et par contre, les amplitudes qu'on voit là, qui sont faibles, elles sont beaucoup plus fortes que les amplitudes qu'on peut voir ici. Puisque là, on a zoomé sur l'échelle de la verticale des ordonnées, je crois, on dit comme ça en maths. Donc voilà pour l'analyse que je voulais vous proposer. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre. Et c'est intéressant de savoir comment vous voyez les choses. Mais là, on regarde juste du prisme des développeurs. Les devs qui viennent développer les applications sur la blockchain. C'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Et ça n'a aucun lien avec les prix, avec le market cap, avec tout ça. Ça, c'est autre chose. J'ai déjà fait le top 10. Mon perso top 10. Et donc, du coup, là, c'est un complément d'analyse de ce qui sera apporté demain sur YouTube et ce qui a été apporté hier sur Twitch. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Je pense que c'est intéressant et ce genre d'analyse, vous pourrez la retrouver dans la description et je vais vous le mettre aussi dans le chat pour les Twitchers. Hop, je vous mets ça dans le chat tout de suite. Hop. Et voici les copains. Comme ça, si vous en avez besoin, vous l'avez. Donc, pour compléter l'analyse, moi, là, je vais vous faire les news de ce qui vient de sortir. Et là, on a une news qui date du 13 janvier, donc c'était il y a 2 jours, où NIR, toujours NIR, NIR. C'est pour ça que en ce moment, mais je vous avais dit dans le top 10 aussi, faites gaffe avec ce projet-là, parce qu'il est déjà très fortement valorisé. Donc, il peut encore monter, parce que là, il y a un gros flux d'actu sur ce projet-là et tout. Mais là, il y a encore une news et ils viennent de lever 150 millions de dollars. Pourquoi ? Et c'est pour ça que je vous avais dit que j'allais vous en reparler, pour aider à l'adoption massive du Web3. Et c'est bien, tout le monde parle du Web3. Donc maintenant, je pense qu'à partir de maintenant, cette année, en 2022, quand on va parler des cryptos, on va dire Web3. Web 3.0. Ah, tu parles du Web3 ? Ouais, le Web3. C'est plus les cryptos, c'est le Web3. Et du coup, les 150 millions, à quoi ils vont servir ? Ils vont servir à accélérer la masse adoption du Web3. En gros, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont de la monnaie, mais là, ils parlent de 150 millions. Mais c'est pas tout, parce que comme je vous l'avais dit dans le top 10, ils ont déjà levé 1 milliard. Là, j'ai retrouvé l'article, là, en plus je l'ai lu un petit peu, j'ai fait la Google traduction du 13 janvier et il y a écrit « NIR Protocol a fait ses preuves en matière de soutien de son écosystème à croissance rapide. En 2021, il a alloué 800 millions de dollars, qui sont maintenant évalués à 1,8 milliard de dollars. Et c'est la somme la plus importante de toutes les blockchains de Layer 1. Alors, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Là c'est NIR qui écrit. C'est l'équipe NIR qui a écrit, mais je pense que ça, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, il y a la BSC, ils avaient fait ça pour 1 milliard de dollars. Bon, après, s'ils prennent le montant actuellement évalué, oui, ils sont supérieurs. Bon, là, ils font aussi leur marketing dans l'article, c'est normal. Le plus important, donc là, en plus, ils l'ont mis genre entre parenthèses, entre tirés, le plus important. Bon, ça, on s'en fiche, c'est du détail, mais là, on voit que c'est du chill. Ça, c'est du chill pur et dur. Pour aider à alimenter sa mission de décentralisation de la communauté et aider les utilisateurs à réinventer la finance, la créativité et l'identité de manière nouvelle et inclusive. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils donnent de la monnaie aux développeurs. Tout simplement. Ils payent les projets pour qu'ils viennent s'installer sur NIR et pas sur d'autres blockchains. Et c'est pour ça qu'on voit, et je pense que c'est pour ça que c'est lié,
dans le graphique que je vous ai montré juste avant, et que vous ayez une augmentation comme ça, là, verticale. Pourquoi? Parce que si moi je suis développeur, on me dit ouais, j'ai le choix entre les 4 là, j'ai le choix entre les 4 plus grosses qui potentiellement ont du potentiel. Bon, c'est pas ce que je viens de dire. Entre Ethereum, Polkadot, Solana ou Cosmos, si vous avez le choix entre ces 4 là, qu'est-ce que vous dites? Je vais dire, je vais prendre celle où il y a la plus grosse communauté, celle qui est bien valorisée parce que comme ça, il y a des flux qui vont pouvoir arriver. Je vais choisir celle qui me permet de coder facilement avec du code qui facilite un peu l'accès aux développeurs et tout. Donc là, je vais choisir ma solution que je préfère. Mais si vous avez quelqu'un qui vous dit « Hé, attends, moi je fais la même chose, mais en plus de ça, je vais te donner 60 millions de dollars. » Vous êtes développeur, on vous dit « Je vais recevoir 60 millions de dollars tout de suite maintenant. » Qu'est-ce que vous faites? Vous dire « Ah bah ouais, attendez, tiens, je vais développer sur NIR. » Enfin, moi, tout ça, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Je me mets à la place du développeur. Le développeur, il choisit sa blockchain, il dit « Ah bah attends, il y a un mec qui veut me donner 60 millions de dollars. » Qu'est-ce que je fais? Je prends les 60 millions de dollars et je vais me démerder, je vais trouver des solutions. Avec 60 millions de dollars, je vais embaucher des gens et on va coder sur NIR. Et je pense que c'est pour ça que là, actuellement, là, tout de suite maintenant, c'est parce que le graphique, c'est tout de suite, et qu'il y a une croissance verticale, et je parle que juste en nombre de développeurs. Et cette news-là, je la mets en corrélation avec l'analyse que je viens de vous faire, et les fonds, là, ils ont déjà 1,8 milliard, et ils rajoutent encore 150 millions de dollars, encore pour ça. Donc eux, ils payent, ils mettent l'argent sur la table et c'est pour ça que ça peut être un bon pari. Mais au bout d'un moment, l'argent c'est bien, mais l'argent ça fait pas tout. Il faut que la solution elle soit à la hauteur des espérances des personnes. Donc la solution elle est bien, elle est super. J'ai pas fait l'analyse, je vous ai jamais fait l'analyse du projet NIR, je pourrais le faire. Mais est-ce qu'elle est à la hauteur des 4 plus gros qui sont Ethereum, tout ça, Ethereum, Polkadot, Solana et Cosmos? J'en suis pas sûr. Donc ça, c'est pour ça, l'argent c'est bien, ça fait venir du monde, mais c'est court terme. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est court terme. Et c'est pour ça que dans mon analyse top 10, je vous avais dit, attention, c'est déjà très fortement valorisé. Là, ils sont 17e, top 17 du top market cap, du classement du market cap. Donc c'est pour ça que je disais, NIR c'est bien, mais c'est rapide, ok? C'est ça que je disais. Avec eux, ça va être très rapide. Donc après, il faut voir... si ça monte à la verticale, ça peut aussi redescendre aussi vite que c'est monté, un peu à la EGLD. Il faut faire gaffe à ça. Sinon, j'ai une news aussi à vous présenter. C'est une enquête de Huobi qui révèle que les 7 détenteurs de crypto sur 10, là c'est uniquement aux États-Unis. Hein. L'analyse elle a été faite aux USA par Huobi et l'analyse aussi elle est un peu à... mettez une pondération quand même sur l'analyse. Parce que l'échantillon représentatif, déjà, il est que sur les États-Unis et il est sur 3000 personnes en mi-décembre 2021. Donc 3000 personnes pour une analyse, c'est bien, mais il faudrait analyser au moins 10 000, quoi, je pense, pour y avoir un échantillon représentatif. Donc c'est quand même, faut faire gaffe. Et ils disent que 7 détenteurs de crypto sur 10 ont commencé à investir en 2021. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui est arrivé en 2021. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu des gros mouvements à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse en 2021. Parce que la tradition, quand vous êtes nouveau dans les cryptos et que vous voulez rentrer, c'est que d'abord, il faut que vous fassiez rect. Et une fois que vous êtes rect, là, vous commencez à aimer un peu la crypto. Parce que c'est, malheureusement, on est tous passés par là. Enfin, je pense, mais on se fait tous rect un jour ou l'autre sur au moins un projet. Et du coup... c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu des gros mouvements en 2021. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, il faut les rect. Par les whales, par les baleines, par les investisseurs, etc. Et dessus, là dans l'analyse, ils disent « Le scepticisme et le manque de fonds entravent la croissance de l'investissement dans la cryptographie. 24% des répondants ont estimé que c'était trop risqué. 42% des répondants ont estimé que c'était trop risqué. Donc les gens, pourquoi ils ne rentrent pas dans la crypto ? Parce que les gens pensent que c'est trop risqué, et c'est vrai, c'est ultra risqué. Et 34% étaient préoccupés par le manque de réglementation. En gros, c'est les gens, ils veulent pas rentrer parce qu'ils ont peur de se faire démonter par les impôts ou quelque chose comme ça. Ou d'avoir des problèmes avec la justice. Okay ?
25% des répondants au sondage ont déclaré catégoriquement qu'ils n'avaient pas assez de capital pour investir dans la crypto. Et donc le reste, donc 42, 34 et 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 et 2, 5, ouais, ça fait bien 10, donc ça fait 100%. Et donc 25%, donc le reste, ils estiment qu'ils n'ont pas assez de monnaie pour pouvoir rentrer dans la crypto. Alors qu'aujourd'hui, avec 100 $, vous pouvez le faire. Par contre, vous n'allez pas le faire sur Ethereum, parce que là, en une transaction, vous êtes grillé, c'est mort. Et du coup, par contre, le public, il est conscient des tendances émergentes. C'est ce que je vous disais, en fait, il y a les NFT, les métaverses et la DeFi, c'est 3 gros sujets qui font que ça intéresse les gens et que du coup, ça peut faire venir les gens de tester ces nouvelles technologies-là. Et puis après, tous les holders, ils ont une vision plutôt positive. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez une vision qui est positive. Et si je suis là, ben, je pense que j'ai une vision aussi qui est positive. Enfin, j'espère. Et les avoirs en investissement dans la crypto restent faibles pour le moment. Donc, ça veut dire que ce que je vous disais juste au tout début, 7 détenteurs de crypto sur 10 ont commencé à investir en 2021. Donc, ils sont nouveaux. Ça, c'est la première caractéristique. Et c'est des petits investisseurs. Donc, il y en a beaucoup de nouveaux et c'est beaucoup de petits. Et c'est pour ça qu'ils vont se faire rect. Et donc, ils disent les avoirs en investissement dans la crypto restent faibles pour le moment. Donc, c'est-à-dire que 46% des répondants au sondage ont déclaré avoir investi 1 000 $ ou moins dans la classe d'actifs. Donc là, dans le chat, on est 134. Ça veut dire que dans le chat, il y a potentiellement, il y a 46% des gens, vous dans le chat, vous êtes un peu moins de la moitié à avoir commencé à investir dans la crypto en 2021, si j'en crois le sondage. Et donc, les 46%, si vous vous sentez visé dans le chat, vous pouvez faire oui, c'est vrai, ou si c'est pas vrai, bah vous pouvez mettre non, c'est pas vrai. Comme ça, moi, je sais si c'est du bullshit le sondage ou si c'est représentatif par rapport aux 134 personnes qui sont là dans le chat. Donc, quand vous avez investi, et si vous avez investi plus ou moins de 1000, donc vous pouvez dire juste la date, je m'en fiche de savoir combien vous avez, mais juste la date, si vous avez investi avant ou après 2021, ça m'intéresse, pour voir si le sondage il est bidon ou pas. Là, je vois 2021, 2020, 2021, ouais. 2021, ouais. Ah, il y en a quand même qui ont beaucoup investi en 2021. Donc, ouais, 2021, 2021, 2020, 2020. Ah, il y a beaucoup de 2020. Beaucoup de 2020. Mettez pas le montant, juste l'année, on s'en fiche des montants. Et après, il y a les anciens qui sont là et tout. Mais je pense que aussi, moi, la communauté, enfin, notre communauté, elle est différente, je pense, du sondage qu'il y a là. Parce que je pense que nous, on a une communauté qui s'informe beaucoup, je pense, parce qu'en fait, moi, je rentre quand même dans des détails de sondage, d'analyse, des trucs un peu, on peut le dire, hein, intellectuels qui font chier, mais on est obligé de passer par là parce que c'est comme ça, en ayant les bonnes informations au bon moment, qu'on peut gagner. Et donc, je pense que du coup, si vous regardez ça, logiquement, vous allez être moins de 46% qui ont investi en 2021, mais je vois dans le chat qu'il y en a quand même beaucoup. Et il y en a aussi beaucoup en 2020, donc 2020 et 2021. Donc il y a beaucoup de nouveaux. Après, est-ce que c'est plus ou moins de 1000 ? Là, c'était aux États-Unis. Donc après, il faut voir, en France, nous, on est puissants, quoi. Donc bon, je vois que l'analyse, c'est bien ce que je disais par rapport au chat. Voilà, c'est une analyse, mais bon, elle est assez peu représentative. Mais c'est quand même intéressant de voir pourquoi et comment ils ont, à quelle conclusion ils arrivent. Ensuite, là, je vais vous parler du Salvador et on a Moody's. Donc Moody's, c'est une agence de notation. C'est les fameux El Famoso recommandations des analystes qui valent rien du tout et qui sont purement, j'allais dire centralisés, oui c'est vrai, mais qui sont purement manipulés. Et donc là, mais bon, on va quand même écouter un peu la finance traditionnelle. Moody's affirme que les échanges de Bitcoin augmentent le risque de la fiabilité du Salvador. Et ça, c'était hier. Et en fait, du coup, ils disent, ouais, bah, du coup, vu que le risque augmente, et bah, du coup, on va leur prêter à des conditions qui sont encore plus désavantageuses qu'avant, le Salvador. Et lui c'est Nayib Bukele, le président du Salvador. Donc lui, en gros, là, quand vous voyez ce gars-là, imaginez que c'est Macron pour la France. Ok ? Il faut le voir comme ça, en fait. Imaginez-vous que ce gars-là, c'est Macron. Et que là, déjà, il est sur son portable,
Et il y a des gens qui lui disent sur Twitter, déjà qui tweetent, et les gens sur Twitter, il y a un gars qui lui dit, un gars qui lui dit, Do you think he just read for the country on his laptop? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que Nayib Bukele, il achète ses BTC sur son PC ou avec un autre moyen? Et là, Nayib Bukele, le président, il dit phone. C'est-à-dire qu'il achète ses bitcoins avec son téléphone. Mais c'est pas ses bitcoins à lui, c'est les bitcoins du Salvador. C'est-à-dire que, imaginez que ce gars-là, en gros, mais en fait, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, il en a rien à foutre. Voilà, il en a rien à foutre des agences de natation, il s'en fout, lui, il fait son truc tout seul. En gros, ça, vous voyez le truc, c'est un moyen pour dire, j'en ai rien à fiche, je m'en fiche, je fais ce que je veux, et vous pouvez mettre une mauvaise note, vous me prêtez rien du tout, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais collatéraliser mes bitcoins, et je vais mettre des obligations liées à mes bitcoins. Et je vais lever des fonds comme ça. Et c'est ce qu'il a dit, hein. C'est ce qu'il a dit, puisque l'administration Bukele a également proposé une obligation libellée en dollars de 1 milliard. Donc il va lever 1 milliard sur 10 ans, émise sur le système de règlement Bitcoin. Donc lui, ça y est, lui, il est dans le Web 3. Là, ça y est, lui, il est dans le Web 3. Il est très chaud. Les agences de notation, ils s'en fichent complètement. Mais il devrait quand même faire gaffe à sa sécurité. Parce qu'au bout d'un moment, là, il libelle quand même son argent en dollars. C'est déjà bien. Mais ici, il va trop loin, à un moment... alors, c'est un tout petit pays aussi. Hein. Je pense, j'imagine, pour eux, le Salvador, en gros, c'est l'équivalent du 92, du 9-2 chez nous. En termes de puissance économique. Sachant qu'attention, le 92, c'est la première puissance économique en France. Donc je pense que ça doit être l'équivalent comme ça d'un département. Donc c'est un petit pays, il fait pas de mal. Mais s'il va trop loin, je pense qu'à un moment, il devrait commencer à risquer à sa sécurité. Il devrait faire gaffe. Mais en tout cas, là, on dirait, il me fait penser à Elon Musk ou à Makoto. Il en a rien à foutre. Il dit il dit sur Twitter, moi j'achète les bitcoins du Salvador avec mon téléphone. Et après, il dit vous voulez pas me prêter de l'argent, c'est pas grave. Je vais émettre des obligations basées sur mes bitcoins. Bon après, pour le grand public, je pense que c'est pas une bonne solution d'acheter des obligations basées sur le bitcoin, parce qu'au final on prend un risque supplémentaire, c'est le risque du pays. Mais par contre, peut-être que lui, dans son pays, peut-être qu'il va dire à tous les habitants du Salvador, attention, si vous achetez ces obligations, je vais vous promettre un taux de X, et peut-être qu'il va dire aux gens, pour vous inciter, je vais vous faire un taux fiscal qui est avantageux pour vous. Et donc du coup, s'il fait ça, là, il va pouvoir obtenir des fonds. Et Moody's a estimé qu'au prix actuel, les avoirs en Bitcoin étaient potentiellement en baisse entre 10 et 20 millions de dollars. C'est normal, si les prix baissent, il a acheté dans les 45 000, je crois, à un certain moment. Donc là, il est en perte, Nayib Bukele. Mais il s'en fiche. Il mine le BTC avec sa centrale électrique, avec son volcan, l'énergie de son volcan. En fait, bref, lui, il a décidé de porter son truc haut et fort et il joue son jeu. Il voit qu'en fait, c'est un peu le vilain petit canard des pays. Il fait son truc. Il est pris encore comme un hurluberlu, un illuminé. Il est pris un peu comme un illuminé aujourd'hui par la communauté internationale, mais il fait son truc et nous, la communauté crypto, il troll, voilà, il a le même humour que nous en gros. Donc c'est bien, voilà, on verra bien où ça va mener, mais en tout cas, il faut qu'il fasse gaffe quand même un peu à sa sécurité. Mister Nayib Bukele qui s'appelle Mister l'homme casquette à l'envers, où on voit là, il met sur Twitter sa casquette à l'envers. Donc imaginez Macron, il dit moi j'achète mon bitcoin sur mon téléphone, il se balade dans la rue, casquette à l'envers, enfin vous voyez le truc, c'est un petit peu bizarre quoi, pour un président. Ensuite on a une news de San Diego. L'université accepte accepte les donations en bitcoin. Voilà, je trouve que ça c'est intéressant de le souligner. Il n'y a rien de spécial, une université qui accepte les dons en BTC, je trouve que c'est cool. Je m'attarde pas trop dessus, on s'en fiche un peu, voilà, mais c'est important de le noter que de plus en plus de gens utilisent le BTC. Il est utilisé. Ensuite, on a, et là c'est puissant, ça, ce que je suis en train de vous dire,
Eduardo Paes. Donc Eduardo Paes, c'est le maire de Rio de Janeiro, au Brésil. Et Rio de Janeiro, je pense que c'est l'une des plus grosses villes au Brésil. Et qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut investir une partie des avoirs, donc une partie de la trésorerie de la ville en BTC. Et il a dit, donc c'est le maire, donc il a dit, je vais créer Crypto Rio. Donc je vais faire de ma ville une ville positive pour la crypto. Et il a dit que nous allons lancer Crypto Rio et investir 1% de la trésorerie de la ville dans les crypto-monnaies. Et ça, c'est balèze quand même. Ça serait cool que le maire, ou je sais même pas qui c'est le maire je crois que c'est Hidalgo, non, ou la maire de Paris, dise, écoutez, moi, je vais mettre 1% de mes avoirs en BTC. Là j'applaudis. Mais bon, on rêve un petit peu, mais en tout cas, les autres pays le font. Par exemple, le maire de Miami le fait. Il y a le maire de New York, je crois qu'il l'a fait aussi. Le maire de New York, il l'a fait. Et là, on a le maire de Rio de Janeiro, il va le faire. C'est cool, il y en a de plus en plus. Et c'est positif pour nous, pour la cryptosphère. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est le genre de truc qui est bullish pour les prix. Ça, c'est vraiment bien pour les prix. J'espère qu'ils ont une grosse trésorerie à Rio de Janeiro. Ce serait cool. Et après, ils disent, ouais, je veux que Rio, ça soit une ville pionnière en la matière. Mais en fait, no fake. Parce que là, on dit... en fait, ils sont un peu en train de chiller le Bitcoin. Parce que c'est ça. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils vont plus loin que ça. Parce qu'en fait, il le dit, il veut que Rio soit une ville pionnière en la matière. Et je pense qu'ils ont raison. Parce que si c'est une industrie qui est en train d'exploser, où les fonds arrivent par milliards, de milliards, en fait, in fine, en dehors de juste la spéculation de dire j'achète le BTC à 40 000 pour le revendre à 80 ou 200 000, en dehors de ça, s'il y a une grosse industrie crypto dans des villes comme Miami, New York ou Rio de Janeiro, en fait, ça, c'est positif pour le pays. Parce qu'après, vous allez avoir des projets qui vont venir s'installer dans la ville. Et les projets, après, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont consommer dans la ville. Ça va être positif pour toutes les autres industries dans la ville. Et du coup, économiquement, c'est bien. Et puis, ils paieront aussi des impôts pour la ville. Et donc, ils devraient, en fait, faire ça. Et je pense que c'est pas juste positif, juste pour le prix, faire monter le prix et gagner de l'argent. Je pense que c'est positif parce que derrière, ça peut attirer des gens d'une nouvelle industrie où ils sont pas encore présents aujourd'hui et où ça pourrait être le cas pour eux. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, mais je pense que les villes devraient faire ça. Même juste, c'est une publicité pour la ville, ça, de faire ça. C'est-à-dire que moi, demain, si je veux aller au Brésil ou si je veux aller aux États-Unis, j'irai, je pense, en tant que crypto-investisseur, je serais plus intéressé par aller à New York ou à Miami parce que la ville, elle est positive pour les cryptos. Et je pense que s'il y a un salon ou un truc, il se fera naturellement dans ces villes-là. Et du coup, ça ramènera des gens. Et les gens dans la crypto, c'est des gens qui ont de la monnaie quand même. Donc, je pense que c'est intéressant pour les villes de faire ça. Ensuite, on a une news, c'est Tesla. Tesla, El Famoso, le fameux manipulateur du crypto market Elon Musk, vous propose d'acheter des marchandises, donc des goodies, sur le site de Tesla. Et vous pouvez payer en Dogecoin, ok ? Le Dogecoin, c'est les cryptos, c'est une blague, enfin une blague. Quoique, ils sont en train de développer des trucs. Vous pouvez payer en Doge tous les petits goodies de Elon Musk. Et c'était hier, il envoie un tweet. Tesla, Merck, buyable with Dogecoin. Donc ça, immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je viens de l'ajouter dans mon feed là. Mais immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé ? Boum, 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 boum. Et on voit, c'est un petit malin Elon Musk, parce qu'il a annoncé la news hier, on va zoomer. Il a annoncé, c'est un gros manipulateur, parce qu'il a annoncé la news hier, donc le 14 janvier, mais comme par hasard, le prix, il a pump 3 jours avant. Il a pump là. Donc moi, je le soupçonne de Elon Musk, il a acheté le 11, il a acheté le 12, et il a acheté le 13. Le 14, il fait sa news, il met sur son site des trucs comme ça, où vous pouvez acheter en Doge et tout. Derrière, qu'est-ce qui se passe ? Boum, le truc qui est avalement, on passe de 0,17 à 0,21. Donc de 0,21 à 0,17, il doit y avoir il y a 10-15%. Ouais, c'est ça.
il doit y avoir 10-15%, si c'est 6-12, ouais, même 15, entre 15 et 20%. Et qu'est-ce qu'il a fait, la grosse mèche, à mon avis, c'est qui? C'est lui, ça, au top, brum, le truc il revient. Vous voyez, en fait, je pense que c'est de la full manipulation. Ça, c'est Elon Musk c'est du grab money, il vous vole votre argent. Mais bon, voilà, il participe, tout ça, ça participe aussi à une certaine notoriété, à un certain marketing pour la cryptosphère. Il y a des bons et des mauvais côtés, hein, du chill comme ça, mais c'est quand même bien. On aimerait qu'il fasse mieux que ça. Et on aimerait qu'ils disent, bah écoutez, je réaccepte le paiement de Tesla en Bitcoin, et peut-être que le 20 février, j'achèterai une Tesla en Bitcoin. À suivre. Et après, il y a un dernier point, et une dernière news, et après ça sera fini. C'est que en fait, quand il y a des baisses de prix du marché, on voit que la DeFi, elle perd en TVL, mais que par contre, dans les NFT et les jeux vidéo, ben en fait, il y a très peu d'impact sur les domaines des NFT et des jeux vidéo. C'est un impact qui est peu lié aux variations de prix, contrairement à la TVL dans la DeFi. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire que tous les gens, bah d'ailleurs, il y en a plein sur Twitch. Si vous allez en bas à gauche là dans Twitch, vous avez une chaîne crypto, et en fait, vous avez plein de mecs qui jouent au Play to Earn et aux jeux vidéo crypto sur la blockchain. Et en fait, ils disent que ça, c'est très peu impacté par les impacts de prix, et notamment par tout ce qui a fait baisser les prix là cette année, notamment par le Covid. Alors, c'est eux qui disent ça, hein, par le Covid, par l'augmentation des taux d'intérêt par la Fed, par les problèmes de gaz naturel au Kazakhstan, l'électricité au Kazakhstan, etc. Et en fait, ils disent que en fait, le secteur des NFT et des jeux, c'est un secteur qui est stable malgré la volatilité des prix dans les cryptos. Donc ça, c'est intéressant de le noter. Bon, après, il y a des graphiques et tout, mais je trouve qu'ils ne sont pas très intéressants. S'il y en a un que je voudrais vous montrer, c'est celui-là. C'est aussi l'âge des personnes qui sont dans les cryptos. Ça, c'est intéressant. Et on voit que... Et en plus, c'est mois par mois. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les gens dans la crypto, principalement, c'est des personnes qui ont entre 18 et 24, là, en bleu foncé. Mais surtout, la plus grosse majeure partie des personnes qui sont dans les cryptos, ou entre 25 et 34 ans. Donc pareil, je vous dis dans le chat, si vous voulez bien me dire quel âge vous avez, juste le chiffre des 24, 35, 42, 68, 12, votre âge pour voir si on est bon là dans la tranche. Et du coup, logiquement, on devrait avoir beaucoup de gens entre 25 et 34, logiquement. Et là, je vois 30, 31, 32, 32, 35, 31, 31, 37, 32, 29. Vous voyez, on est en plein dedans. On est en plein là dans le... C'est bon, hein, ça suffit. Stop, le spam. Et en fait, on voit que donc là, il est représentatif, hein, le sondage. Et en fait, les gens, en fait, ils sont principalement dans la zone 25-34. Mais par contre, en fait, si on voit entre septembre 2021 et... Je lis plus, hein, ça c'est un... il y a un mec qui dit wesh, il y a que des darons ici ou quoi, PTDR? Et oui. Et du coup, en fait, on a à peu près le même âge, quoi. Et en fait, en septembre 2021, on voit, entre septembre 2021 et décembre 2021, on voit que l'augmentation la plus forte, elle a eu lieu dans la zone bleu foncé. Donc, c'est les jeunes. Et en fait, les jeunes, ils arrivent assez vite avec tout ce qui est NFT, jeux vidéo, tout ça. Et c'est à la dernière partie de l'année où on a eu ce flux d'actualité dans ce domaine-là. Et en fait, on voit que là, les jeunes, ils arrivent de plus en plus. C'est les petits, hein, je crois que c'est ça. Et en orange, c'est nous. Enfin, nous. C'est là la majorité du chat, c'est la génération Y. Je pense qu'on s'appelle comme ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Mais en tout cas, c'est bien parce qu'il y a une augmentation très forte des jeunes. Et du coup, la crypto, en fait, c'est beaucoup de jeunes qui utilisent jusqu'à 35 ans. Et au-delà de 35 ans, il y a encore du monde. Mais après, ça se réduit fortement. Donc ça, c'est bien. C'est bien parce que du coup, on a petit à petit les jeunes qui arrivent. Et je pense que c'est lié aussi aux NFT, jeux vidéo, tout ça. Et ça va augmenter de plus en plus. Et ça fait partie de l'adoption. Et on voit comment l'adoption grandit par rapport au niveau de l'âge et au niveau des développeurs et tout ça, etc. Donc je pense que cette vidéo m'a permis de vous parler de tout ça, de l'avenir. Et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner ou cliquer sur la cloche si vous êtes nouveau. Sinon, comme vous pouvez le voir, on est tous dispo sur Twitch. Et attention, hein, sur Twitch, ils sont très chauds. Et je lâche des petites infos avant
Et après le Twitch, et là on parle langage sans concession sur Twitch. Donc venez nous joindre sur Twitch, je suis dispo sur Twitch, lien dans la description. Il y a le Twitter aussi où je balance vite les trucs sur Twitter, comme ça vous savez ce qui se passe en temps réel. Je vous dis bisous YouTube, à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, boum, et à la prochaine.